Nous allons vous présenter la séance de cours magistral numéro 1 du chapitre Fonctions réelles de deux variables. Dans ce chapitre, nous présenterons les notions de différentiel, de dérivée partielle et de développement limité d'ordre 1 d'une fonction réelle de deux variables. Nous vous présentons les consignes pour suivre un CM en distanciel. Ce CM va se dérouler selon une alternance de présentation du polycopié et d'exemples rédigés. Aussi, vous devrez écouter attentivement les présentations du polycopié, puis lorsque nous aborderons les exemples rédigés, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter l'exemple rédigé et de compléter les éventuels trous de ces exemples. Ainsi, à la fin, vous disposerez des exemples du CM rédigés sur papier et vous pourrez alors retravailler ce CM à l'aide de vos notes papier et de la version numérique du polycopié. Avant de commencer ce cours, nous prenons le temps de bien repréciser la notation R2, grand R au carré, qui est en fait un ensemble, qui est l'ensemble des couples de réels. Donc ainsi, grand R2, on peut l'imaginer comme un grand sac, et dans ce grand sac, il y a tous les couples de réels possibles et imaginables. On peut ainsi trouver le couple 1,3, le couple 5,12, le couple moins 50,0, le couple moins 1,1, 3,7, le couple moins 1,3334, 0,27, et ainsi de suite. C'est-à-dire que R2, c'est donc l'ensemble contenant tous les couples XY, tels que, donc la barre veut dire tel que X appartient à grand R et Y appartient à grand R. Dans la partie numéro 1, nous allons aborder la notion de limite et de continuité d'une fonction réelle de deux variables. Dans ce chapitre, nous allons étudier les fonctions réelles de deux variables, c'est-à-dire les fonctions f définies sur R2 ou une partie de R2 et à valeur dans grand R. Nous rappelons que R2 désigne l'ensemble des couples de réels. Ainsi, la fonction f va transformer un couple de réels xy en un réel que l'on note f de xy, qui sera alors l'image par f du couple xy. Convention, on note sous la forme scalaire les éléments x de grand R, c'est-à-dire les réels, et nous noterons sous forme vectorielle les éléments de R2. Donc les couples de réels seront notés avec une flèche au-dessus. C'est-à-dire que si nous notons ainsi x flèche, eh bien dans ce cours ça désignera en fait un couple de réels. Donc nous noterons x1 la première composante et x2 la deuxième. Ainsi, lorsque nous notons f de x flèche, en fait nous voulons l'image du couple x1 x2, c'est-à-dire que nous voulons f de x1 x2. Dans la suite, f désignera toujours une fonction réelle de variables. L'espace sera supposé muni d'un repère normal OIJK. Et le plan, passant par l'origine grand O et dirigé par les vecteurs I et J, sera noté P. Représentation graphique. Vous savez que la représentation graphique d'une fonction réelle de une variable est une courbe. Ainsi, la représentation graphique d'une fonction réelle de deux variables est une surface. On augmente de une dimension. C'est ce que nous écrivons. La représentation graphique d'une fonction réelle de deux variables petit f est une surface grand S. Et on dit que grand S est la surface d'équation z est égal à f de xy, où x désigne l'abscisse, y désigne l'ordonnée, et z désigne la cote. C'est-à-dire que si jamais dans l'espace, nous représentons tous les points de l'espace dont les trois composantes vérifient cette contrainte, nous verrons apparaître une surface. Ainsi, si nous considérons un point A de l'espace, nous dirons que A appartient donc à la surface grand S, si et seulement si ces composantes vérifient l'équation de la surface. Donc si jamais nous notons xa l'abscisse de A, yk l'ordonnée de A et za la cote de A, donc ainsi nous aurons que A appartient à grand S si et seulement si za est égal à f de xa yk. Alors si nous plaçons xa l'abscisse de grand A, YK l'ordonnée de grand A, donc nous précisons que OI est l'axe des abscisses, OJ est l'axe des ordonnées et OK l'axe des cotes. Donc nous avons placé XA en abscisse, YK en ordonnée et ZA en cote. Donc pour construire le point A, donc on construit donc ce cube et ainsi donc le point A est le sommet opposé à l'origine. Alors nous pouvons remarquer
que nous avons un vecteur qui apparaît, qui est le vecteur A, qui est porté donc par le plan OIJ. Donc on peut considérer que ce vecteur A n'a que deux composantes, qui sont données donc par l'abscisse XA et par l'ordonnée YA. Et ainsi, A, on peut dire que c'est le vecteur, ou le couple de réels, donc de composantes XA, YA. Donc lorsque nous disons que ZA est égal à F de XA, YA, ça veut dire aussi que ZA est égal donc à F de ce vecteur A de deux dimensions. Donc on pourra dire que A appartient à la surface S, seulement si ZA est égal à F du vecteur A, où le vecteur A est le vecteur ayant pour composante XA, YA. Nous présentons un exemple d'une représentation graphique d'une fonction réelle de variable. Nous considérons la fonction réelle de variable définie par f de y est égale à cosinus x fois sinus y. Et donc à l'aide d'un logiciel sur ordinateur, nous avons représenté la représentation graphique de f. Nous avons ainsi représenté la surface S de l'équation z est égale à f de xy. Vous voyez bien donc une surface. Au point 0, nous précisons la définition de la norme euclidienne sur R2. Ainsi, la norme euclidienne du couple x1, x2 de réel, noté vectoriellement x, est donnée par norme du vecteur x est égale à racine carrée de x1 carré plus x2 carré. Donc nous calculons le carré de la première composante plus le carré de la deuxième composante et nous mettons le tout au carré. Ainsi, si nous voulons la norme du couple de 3, nous calculons donc le carré de la première composante qui nous donne 4, plus le carré de la deuxième composante qui nous donne 3 au carré 9, nous calculons la racine carrée du tout. Ça nous donne donc la racine carrée de 13. Ensuite, définition, on appelle domaine de définition de la fonction f, où f désigne une fonction réelle de variable, la partie D de R2 sur laquelle elle est définie. Alors ça veut dire que, vous savez que R2 c'est l'ensemble de tous les couples réels possibles et inimaginables. Et une fonction réelle petit f, il se peut qu'elle ne soit pas définie pour tous les couples de R2, mais seulement sur une partie de ces couples. Et cette partie, nous allons la noter donc grand 2, c'est-à-dire que grand D, c'est en fait un sous-ensemble de R2, qui contient aussi des couples de réels, et que les couples de réels pour lesquels la fonction réelle petit f est définie. Et donc dans la suite, D désignera toujours le domaine de définition de la fonction réelle petit f de variable. Nous allons présenter l'exemple 1.1. Nous présentons la rédaction de l'exemple 1.1. Donc nous prenons le temps de repréciser que R2, c'est effectivement l'ensemble des couples de réels, c'est donc l'ensemble des couples XY, tels que, la barre voulant dire tel que, X appartient à grand R et Y appartient à grand R. Donc R2 est un sac, et dans ce sac, je vais trouver tous les couples de réels possibles et imaginables. Nous considérons la fonction réelle de deux variables, définie par f de xy est égal à x au carré plus y plus 3. Et nous nous demandons qu'est-ce que c'est que df, donc df qui va représenter ici le domaine de définition de la fonction f. Alors nous remarquons que, quelle que soit la valeur de x et de y, f de xy est bien défini. Ainsi, f de xy est défini pour tout couple de réels x et y, donc l'ensemble de définition de f sera ici donc tout grand R2. Nous allons noter df égale grand R2. Nous considérons ensuite la fonction réelle f de variable définie par f de xy est égal à 2x plus 1 sur y carré. Encore une fois, nous voulons déterminer le domaine de définition de f. C'est l'ensemble des couples XY pour lesquels l'expression est bien définie. Et donc ici, nous pourrons dire que f de xy sera défini si et seulement si y vérifie une contrainte de sorte que ce dénominateur soit différent de 0. Puisque vous savez qu'une fraction est définie si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Et nous pourrons alors dire que f de xy est défini si et seulement si le couple xy appartient donc au domaine de définition noté df qui est égal donc à l'ensemble des couples xy, donc à l'ensemble des couples xy de R2, tel que y vérifie la condition précisée. Nous considérons ensuite donc la fonction réelle de variable f de xy qui est égale à y carré sur racine de x moins y plus 1. Et nous voulons encore une fois déterminer le domaine de définition de f, c'est-à-dire l'ensemble des couples de réels x et y, tel que f de xy est bien défini. Alors ici, nous voyons que nous avons une fraction, donc nous voulons que le dénominateur soit nul, mais nous avons aussi une racine carrée. Ce sera défini que si ce qu'il y a sous le radical est positif. Donc ainsi, nous pourrons dire que f de xy est défini si et seulement si
l'expression x moins y plus 1 vérifie une contrainte particulière, et nous pourrons dire alors que f de xy est défini, c'est seulement si le couple xy appartient au domaine de définition noté df, qui sera donc l'ensemble des couples xy de R2, tel que x moins y plus 1 vérifie bien la contrainte précisée. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de préciser les contraintes qui permettent de définir les ensembles de définition de f dans les deux cas. Vous pouvez mettre ma vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Pour f de xy est égal à 2x plus 1 sur y carré, nous savons que le dénominateur est différent de 0 si et seulement si y est différent de 0. Ainsi, l'ensemble de définition de f est l'ensemble des couples xy de R2, tel que y est différent de 0. Ensuite, nous considérons f de xy est égal à y carré sur racine de x moins y plus 1. Alors, pour que le radical soit défini, la valeur qui est sous le radical, donc x moins y plus 1, doit être supérieure ou égale à 0. Et ensuite, pour que la fraction soit définie, nous devons avoir que le dénominateur, racine de x moins y plus 1, soit différent de 0. Et ces deux contraintes seront définies si et seulement si nous avons x moins y plus 1 qui est strictement supérieur à 0. Parce que si jamais on le prend égal à 0, le radical de 0 vaudra 0 et la fraction ne sera pas définie. C'est pour ça que nous sommes obligés de prendre strictement plus grand que 0. Ainsi, la fonction f est définie en xy, f de xy est défini si et seulement si x moins y plus 1 est strictement positif. Ainsi, l'ensemble de définition de f est donné par l'ensemble des couples de réels xy tels que x moins y plus 1 est strictement positif. Fin de cet exemple. Au point numéro 2, nous présentons la définition de la notion de limite pour une fonction réelle de deux variables. Alors cette notion, à notre niveau, sera culturelle, nous ferons des choses très simples, donc juste pour la culture générale, j'ai précisé la définition théorique, mais nous n'insisterons pas dessus, c'est juste culturel. Donc nous considérons une fonction réelle petit f de deux variables, et son domaine de définition D, nous considérons donc un élément de D que nous notons vectoriellement A, et un réel petit l. On dit que f admet le réel petit l pour limite en A, si et seulement si, pour tout epsilon strictement positif, il existe alpha strictement positif, tel que pour tout x appartenant à D, la norme de x moins a inférieure à alpha implique que la valeur absolue de f de x moins l est inférieure à epsilon. Donc ce qu'il faut voir au niveau intuitif, c'est que la norme de x moins a, c'est la distance entre x et a, et la valeur absolue de f de x moins l, c'est la distance entre f de x et l. Ça veut dire aussi donc, que pour tout epsilon positif, je peux trouver donc un réel alpha, qui va vérifier que si la distance entre x et a est plus petite que alpha, alors cela va entraîner que la distance entre f de x et l sera plus petite que epsilon. Donc ça c'est théorique, on ne va pas insister là-dessus, et on notera alors que la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à l. Donc nous on fera des choses très simples et très intuitives avec la notion de limite, nous ne dépasserons pas le niveau de ce que nous allons présenter dans l'exemple 1.2. Nous présentons la rédaction de l'exemple 1.2. Nous considérons la fonction réelle f de deux variables définie par f de xy est égal à 2x plus y. Nous pouvons calculer la valeur de f au couple 1,2. Pour cela, nous allons remplacer x par 1 et y par 2. Et nous obtiendrons ainsi la valeur de f en 1,2. Nous posons par la suite u qui est égal à xy. Ainsi donc f de u est égal à f de xy, et f de xy ça vaut donc 2x plus y. Ainsi, lorsque nous écrivons la limite lorsque u tend vers 2,3, vers le couple de 3 de f de u, nous pouvons remplacer u par xy, et nous savons que f de u, si nous avons posé u égale xy, c'est aussi 2x plus y. Donc nous pouvons remplacer donc f de u par 2x plus y. Nous cherchons la limite de 2x plus y lorsque le couple xy tend vers 2,3. Donc intuitivement, on va dire que ça correspond à dire que x tend vers 2 et à la fois y tend vers 3. Donc si x tend vers 2 et y tend aussi vers 3, nous allons à la limite remplacer x par 2 et y par 3. Nous allons donc trouver la limite lorsque u tend vers 2,3 de f de u. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour combler les blancs, et puis la relancer pour la rédaction. Vous remarquerez que ce sont vraiment des choses élémentaires et nous n'irons pas plus loin, nous, sur la manipulation des limites. Nous avons f de xy est égal à 2x plus y, nous calculons donc f de 1, 2, nous remplaçons x par 1, nous remplaçons y par 2, ça nous fait 2 fois 1 plus 2, 4. Ainsi, f de 1, 2 est égal à 4. Ensuite, lorsque nous nous intéressons à la limite
lorsque le couple xy tend vers le couple de 3 de 2x plus y, donc nous faisons tendre x vers 2 et y vers 3, donc à la limite nous remplaçons x par 2 et y par 3, ça nous fait donc 4 plus 3, 7, ainsi la limite lorsque u tend vers 2, 3 de f de u est donnée par 7. Fin de cet exemple. Donc remarque, comme précisé, l'étude de limite de fonction réelle à deux variables n'est pas au programme de notre formation. Alors, 3 définitions de la continuité pour une fonction réelle de deux variables. Donc, nous avons donc f qui est une fonction réelle de deux variables, et nous avons noté D, son ensemble, son domaine de définition, pardon. Donc, pour A appartenant à D, on dit que f est continu en A, donc ici où A désigne un couple de réels, si et seulement si, donc la limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à f de A. Donc ce qui reprend la définition pour les fonctions réelles d'une variable, mais à part qu'on fait apparaître des flèches sur les variables pour dire en fait qu'elle représente des couples de réels. On dit que f est continu sur le domaine D, si et seulement si f est continu donc en tout A de D. Alors au niveau intuitif, vous savez qu'avec une fonction réelle de une variable, f est continue si on peut tracer la courbe sans lever le crayon, et qu'elle n'est pas continue lorsqu'on voit apparaître une cassure. Et avec les fonctions réelles de variables, c'est pareil en fait. On dira que f est continue sur le domaine D, si en fait la surface image obtenue en représentant donc les points images des couples qui sont éléments de D, donne une surface qui va contenir donc ni cassure ni déchirure, et bien on dira que f est continu sur D. Par contre, lorsque l'on représente la surface image, si on voit apparaître une déchirure ou une cassure sur la surface, on dira que f n'est pas continu sur le domaine D. Donc nous n'irons pas plus loin que ce niveau-là. On remarque encore une fois, l'étude de la continuité d'une fonction réelle de deux variables n'est pas au programme. À notre niveau, toutes les fonctions réelles à deux variables que nous étudierons seront continues sur leur ensemble de définitions. Partie numéro 2, nous allons préciser la notion de dérivée partielle que vous avez déjà rencontrée et la notion de différentiel. Définition, dérivée partielle, nous considérons une fonction réelle petit f de deux variables définie sur un domaine D, et nous allons considérer un couple A1, A2 appartenant à ce domaine D. Et donc ce couple A1, A2, nous le notons vectoriellement A. On appelle dérivée partielle par rapport à x, où x désigne la première variable donc de f en A, la valeur. Donc d ronde de f sur d ronde de x en A, qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0, de f de A1 plus h A2 moins f de A1 A2 sur h. Donc on voit qu'en fait on va ajouter h ici sur la première composante. Alors attention, la dérivée partielle peut ne pas exister, c'est-à-dire qu'elle va exister que si cette limite existe et est finie. On appelle dérivée partielle par rapport à y désignant la deuxième variable donc de f en A, la valeur d ronde de f sur dy donc en A, qui est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de f de A1 A2 plus h moins f de A1 A2 sur h. Alors, encore une fois, donc cette grandeur peut ne pas exister, elle va exister que si cette liste est finie, et nous remarquons que ici nous avons positionné donc le h sur la deuxième variable. On appelle fonction dérivée partielle de f par rapport à x, si elle existe, la fonction notée d ronde de f sur dx, qui à un couple xy va associer la valeur de la dérivée partielle en ce couple. Alors ici nous avons mis qu'elle était définie sur grand D, mais elle peut n'être définie que sur une partie du domaine de définition. Il se peut que pour certaines valeurs du domaine de définition, la dérivée partielle ne soit pas définie. On appelle fonction dérivée partielle de f par rapport à y, donc si elle existe, la fonction notée d ronde de f sur d ronde de y, qui à un couple xy du domaine de définition D va associer la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à y en ce couple. Alors encore une fois, nous avons fait apparaître ici que la dérivée partielle de f par rapport à y était définie sur le domaine D, mais il se peut qu'elle ne soit définie que sur une partie de ce domaine de définition. Nous allons présenter l'exemple 2.1. Nous présentons la rédaction de l'exemple 2.1. Nous considérons la fonction réelle f de deux variables définie par f de xy est égal à x au carré plus 3xy plus 2, et nous considérons le couple 1, 3 que nous notons vectoriellement A.
Nous nommons donc A1 la première composante et A2 la deuxième composante. Ainsi A1 est égal à 1 et A2 est égal à 3. Et nous voulons calculer donc f de ce couple, f de 1, 3, que nous notons donc f de A. Alors pour calculer f de A, nous allons remplacer donc x par 1 dans l'expression de f de xy et y par 3 dans l'expression de xy. Nous obtiendrons ainsi que f de A est égal à 12. Ensuite, nous allons chercher à calculer la dérivée partielle de f par rapport à x en A. Alors, dans un premier temps, nous allons chercher à le faire à l'aide de la définition qui utilise la limite. La limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 de a plus h à 2 moins f de a1 à 2, le tout divisé par h. Et nous remplacerons donc a1 et a2, donc a1 et a2 par leur valeur. Et après, nous verrons comment effectuer ce calcul. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter ces blancs, puis relancer ma vidéo pour voir la rédaction. Pour calculer f de a, donc nous remplaçons x par la première composante qui vaut 1 et y par la deuxième composante qui vaut 3. Nous obtenons ainsi que f de a est égal donc à x au carré 1 au carré plus 3xy donc plus 3 fois 1 fois 3 plus 2. Donc 1 au carré nous donne 1, 3 fois 1 fois 3 nous donne 9 et 2 ça nous fait donc 12. Ainsi f de a est égal à 12. Ensuite, nous calculons la dérivée partielle de f par rapport à x en a. Donc, nous devons calculer cette limite et nous remplaçons donc a1 et a2 par leur valeur. Nous remplaçons ainsi a1 par 1 et a2 par 3. Et encore une fois, a1 par 1 et a2 par 3. Nous devons donc déterminer la limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 plus h 3 moins f de 1 3 sur h. Nous voulons calculer la dérivée partielle de f par rapport à x en a. Alors nous reprécisons les données. Nous avons que la fonction f de xy est égale à x au carré plus 3xy plus 2. Le couple A est le couple 1, 3 et f de 1, 3 nous avons vu est égal à 12. Nous devons calculer la limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 plus h 3 moins f de 1, 3 sur h. Donc ici, pour cette expression, nous voyons que 1 plus h est la valeur donnée à la première composante, c'est-à-dire à x, et 3 est la valeur donnée donc à la deuxième composante à y. Donc nous devons, pour calculer cette expression, nous devons utiliser donc cette égalité où nous allons remplacer donc x par 1 plus h. Donc dans les cadres verts, nous faisons apparaître 1 plus h et nous devons remplacer y par 3. Donc dans le cadre rouge, nous allons écrire 3. Et ensuite, nous développerons cette expression. Nous réduirons et nous obtiendrons ainsi la limite lorsque h tend vers 0 d'un quotient de polynôme en h. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma correction. Nous devons calculer f de 1 plus h3 avec f de xy est égal à x au carré plus 3xy plus 2. Alors donc nous remplaçons x par 1 plus h, donc x au carré nous donne 1 plus h au carré, et 3x nous donne 3 fois 1 plus h, et nous devons aussi remplacer y par 3. Donc nous obtenons, pour 3xy, nous obtenons ainsi 3 fois 1 plus h fois 3. Nous écrivons donc le plus 2, et nous devons retrancher f de 1, 3. Et f de 1, 3, cela vaut 12. Nous développons le carré, 1 plus h au carré, ça nous fait donc h au carré, plus 2h plus 1. Ensuite, 3 fois 1 plus h fois 3, donc 3 fois 1 fois 3, 9, et 3 fois h fois 3, 9h. Et 2 moins 12 nous donne moins 10. Alors, nous remarquons qu'il va nous rester donc du h carré. Au niveau des h, nous aurons donc 2h plus 9h qui nous fera 11h. Et ensuite, nous avons donc 1 plus 9 moins 10 qui nous donne 0. Donc, la dérivée partielle de f par rapport à x en a est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de h carré plus 11h sur h. Nous avons calculé cette limite. Nous avons ainsi que la dérivée partielle de f par rapport à x en a est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de h carré plus 11h sur h. Alors nous allons mettre au numérateur h en facteur, nous pourrons simplifier ensuite le h du numérateur et le h du dénominateur, et nous obtiendrons la limite lorsque h tend vers 0 d'une expression de cette forme. Et cette limite sera très facile à déterminer, nous obtiendrons ainsi que la dérivée partielle de f par rapport à x en a existe et sera égale donc au réel que nous aurons trouvé. Alors ensuite nous allons pouvoir refaire ce calcul, mais à l'aide d'un calcul formel, où en fait nous allons dans un premier temps
formellement la dérivée partielle de f par rapport à x, nous allons dériver cette expression par rapport à x, puis la fonction obtenue en xy, nous l'appliquerons en a avec a qui est égal au couple 1, 3, donc nous remplacerons x par 1 et y par 3, et nous trouverons alors le même résultat que nous avons retrouvé à l'aide de la limite. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous factorisons h carré plus 11h par h. Nous obtenons h fois h plus 11. Nous simplifions le h du numérateur avec le h du dénominateur. Nous obtenons ainsi la fonction h plus 11. Nous déterminons la limite lorsque h tend vers 0 de h plus 11. Ça nous donne 11. Ainsi, la dérivée partielle de f par rapport à x en a est égale à 11. Nous allons ensuite refaire ce calcul par calcul formel. Nous avons donc dérivé cette fonction par rapport à x. Alors nous savons que la dérivée de x carré par rapport à x va donner 2x. La dérivée de 3xy par rapport à x, donc nous dérivons le x qui vaut 1, ça va nous donner donc 3 fois 1 fois y, donc 3y, et la dérivée de 2 par rapport à x, 2 étant une constante, ça vaut 0. Ainsi, la dérivée partielle de f par rapport à x, plutôt la fonction dérivée partielle de f par rapport à x, est égale à 2x plus 3y. Et ainsi, pour avoir la dérivée partielle de f par rapport à x en a, nous allons appliquer cette fonction de variable, donc en a, en le couple 1, 3. C'est-à-dire que nous allons remplacer x par 1 et y par 3. Alors si nous remplaçons x par 1, y par 3, nous obtenons donc 2 fois 1 plus 3 fois 3, 2 plus 9, 11. Donc nous retrouvons bien le résultat obtenu à l'aide de la limite. Donc vous remarquerez que par calcul formel, c'est quand même plus rapide et efficace qu'en utilisant la limite. Mais la limite sert en fait à donner la définition théorique de la dérivée partielle. Fin de cet exemple. De définition, nous présentons la définition de fonction de classe C1. On dit qu'une fonction réelle f de deux variables est de classe C1 sur son domaine de définition D, si et seulement si f est à la fois continue sur D et y admet des dérivées partielles, donc à la fois par rapport à x et par rapport à y, et qui sont toutes les deux continues sur le domaine D. Remarque qu'à notre niveau, la fonction f étudiée sera toujours de classe C1 sur la partie de ce domaine de définition où elle admet des dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Donc nous travaillerons toujours avec des fonctions régulières qui vérifieront cette condition. Définition, nous présentons la définition de différentiel. Nous considérons une fonction réelle f de deux variables qui est de classe C1 sur le domaine, son domaine de définition D, et un couple A1, A2 de D qui est noté vectoriellement A. On appelle différentiel de f en A l'application réelle notée df de A qui est définie sur R2 par la définition suivante, c'est-à-dire que df de A va donc de R2 dans le grand R, elle va transformer un couple de R2 en un réel. Donc si nous considérons un couple de réels XY que nous notons U, donc si nous appliquons df de A en ce couple XY, nous pouvons donc noter que c'est df de A appliqué en U, c'est-à-dire df de A appliqué en XY, et la valeur obtenue consiste à faire la valeur de X fois la dérivée partielle de f en A, plus la valeur de Y fois la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à y en a. Nous avons dit que l'expression de la différentielle en a appliquée en le couple xy est x fois la dérivée partielle de f par rapport à x en a plus y fois la dérivée partielle de f par rapport à y en a. Alors nous pouvons formaliser cette notation en considérant donc que les fonctions E1 étoile et E2 étoile. Nous disons que E1 étoile est l'application qui transforme le couple xy en la valeur de sa première composante, c'est-à-dire x, et E2 étoile, qui est la fonction réelle de deux variables, qui transforme un couple xy en sa deuxième composante, qui est y. Donc lorsque nous voyons x, nous pouvons dire que x est l'application de E1 étoile en xy. Et lorsque nous voyons y, nous pouvons dire aussi que y c'est la valeur obtenue en appliquant E2 étoile en le couple xy. Ainsi nous pouvons dire que la différentielle de f en a est donnée par donc la fonction E1 étoile fois la dérivée partielle de f par rapport à x en a, plus la fonction E2 étoile fois la dérivée partielle de f par rapport à x en a. Donc nous allons préciser tout cela à l'aide de l'exemple 2.3. Nous présentons la rédaction de l'exemple 2.3. Nous considérons la fonction réelle petit f de deux variables définie par f de xy est égal à 3x plus 2y carré x plus 3x carré y,
définie sur le domaine de définition D qui est égal à R2, effectivement, puisque nous remarquons que cette expression est bien définie pour toute valeur réelle possible de x et de y. Alors, dans un premier temps, on va calculer les dérivées partielles de f par rapport à x et de f par rapport à y. Ensuite, nous considérons le couple 1, 2, noté vectoriellement A, et nous allons chercher à déterminer la différentielle de f en A. Nous rappelons que la différentielle de f en A est donnée par la dérivée partielle de f par rapport à x en A fois E1 étoile, plus la dérivée partielle de f par rapport à y en A fois E2 étoile. Donc, dans un premier temps, nous devons calculer les facteurs de E1 étoile et de 2 étoiles. Alors, nous devons calculer la dérivée partielle de f par rapport à x en A, c'est-à-dire en le couple 1, 2. Donc, pour cela, nous considérons l'expression obtenue en x et y de la dérivée partielle de f par rapport à x, et nous remplacerons x par 1, y par 2, pour obtenir la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à x en A. Nous procéderons de la même façon pour calculer la dérivée partielle de f par rapport à y en A en utilisant l'expression de la dérivée partielle de f par rapport à y en xy, puis en remplaçant donc x par 1 et y par 2 pour avoir la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à y en A. Et ensuite nous pourrons dire que la dérivée partielle, nous pourrons dire ensuite que la différentielle de f en A est égale donc à la valeur obtenue pour la dérivée partielle de f par rapport à x en A fois E1 étoile, plus la valeur obtenue pour la dérivée partielle de f par rapport à y en A. Nous aurons ainsi défini l'expression de la différentielle de f en A, et nous pourrons ensuite chercher à donner l'expression de la différentielle de f en A appliquée en le couple xy. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous calculons la dérivée partielle de f par rapport à x. Alors la dérivée de 3x par rapport à x donne 3, la dérivée de 2y carré par rapport à x donne 2y carré, et la dérivée de 3x carré y par rapport à x donne donc 3 fois 2x fois y, c'est-à-dire 6xy. Ensuite, nous calculons la dérivée partielle de f par rapport à y, donc la dérivée de 3x par rapport à y donne 0, la dérivée de 2y carré x par rapport à y donne 4y fois x, 4y fois x, et la dérivée de 3x carré y par rapport à y donne bien 3x carré. Ensuite, nous calculons la dérivée partielle de f par rapport à x en A, où A désigne le couple 1, 2. Alors nous remplaçons x par 1 et y par 2. Donc nous obtenons 3, nous remplaçons y par 2, donc 2 au carré, 4, 2 fois 4, 8. 6xy, nous remplaçons x par 1 et y par 2, ça fait 6 fois 1 fois 2, ça nous donne 12. Et 3 plus 8, 11, plus 12, 23. Ainsi, la dérivée partielle de f par rapport à x en A est égale à 23. Alors de même, nous calculons la dérivée partielle de f par rapport à y en A, c'est-à-dire en 1, 2. Nous allons remplacer donc x par 1, y par 2 dans l'expression de la dérivée partielle de f par rapport à y. Alors 4xy, ça nous fait donc 4 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 8. Et 3x au carré nous fait 3 fois 1 au carré, c'est-à-dire 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Et 8 plus 3 vaut 11. Ainsi, la dérivée partielle de f par rapport à y en A est égale à 11. Et nous pouvons dire alors que la différentielle en A est égale donc à 23, qui est la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à x en A, donc fois E1 étoile, plus 11, qui est donc la valeur de la dérivée partielle de f par rapport à y en A, fois E2 étoile. Nous devons maintenant exprimer donc df de A appliqué en le couple xy. Nous avons établi que la différentielle de f en A est donnée par 23 fois E1 étoile plus 11 fois E2 étoile, où E1 étoile est la fonction réelle de deux variables qui appliquée en xy donne x, et E2 étoile est la fonction réelle de deux variables qui appliquée en xy donne y. Donc on peut dire ainsi que E1 étoile appliqué à un couple donne la première composante, et E2 étoile appliqué à un couple donne la deuxième composante. Ainsi, si nous voulons appliquer df de A en xy, nous allons dire que df de A appliqué en xy, c'est 23 fois E1 étoile appliqué en xy, plus 11 fois E2 étoile appliqué en xy. C'est-à-dire que nous avons ici donc trois fonctions, et nous allons les appliquer, chacune d'entre elles, au couple xy. Nous obtenons ainsi cette égalité. Ensuite, nous savons que E1 étoile de xy nous donne la première composante du couple xy, et nous savons que E2 étoile du couple xy donne la deuxième composante du couple xy. Nous pourrons ainsi en déduire l'expression de df de A appliquée en xy. Ensuite, nous allons considérer le couple 3-1 noté vectoriellement U, et nous allons chercher
à calculer la valeur de df de a appliquée en ce couple u. Alors nous remplaçons u par le couple 3-1 et nous allons donc calculer cette valeur, puisque nous aurons ainsi l'expression en x et y. Il ne restera plus qu'à remplacer x par 3 et y-1 par l'expression que nous avons obtenue ici pour obtenir la valeur de df de a appliquée en u. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous avons établi que df de a appliqué en xy est égal à 23 fois e1 étoile appliqué en xy, plus 11 fois e2 étoile appliqué en xy. Nous savons que e1 étoile appliqué en xy nous donne la première composante, c'est-à-dire x, et e2 étoile appliqué en xy nous donne la deuxième composante, c'est-à-dire y. Ainsi, df de a appliqué en xy nous donne 23x plus 11y. Nous voulons appliquer maintenant cette fonction de deux variables en u qui est égal au couple 3-1. Donc nous voulons calculer df de a appliqué en u, c'est-à-dire df de a appliqué en couple 3-1. Donc avec la première composante x qui vaut alors 3, et la deuxième composante y qui vaut alors -1. Donc dans cette expression, nous remplaçons x par 3 et y par -1. Ça nous donne donc 23 fois 3 plus 11 fois -1, c'est-à-dire 69 moins 11, qui nous donne 58. Ainsi, la différentielle de f en a appliquée en le couple u qui vaut le couple 3-1 nous donne 58. Fin de cet exemple. 4 propriétés, nous allons présenter la notion de développement limité d'ordre 1. Donc en acronyme, ça nous fera DL1 d'une fonction réelle de variable. Alors, nous rappelons ce que nous avions dit pour une variable. Lorsque f désigne une fonction réelle d'une seule variable, on avait dit que le DL1 en le réel a de f est donné par f de a plus h est égal à f de a plus f' de a fois h plus h fois epsilon de h, où epsilon est une fonction qui va tendre vers 0 quand h tend vers 0. Alors, l'idée c'est que le DL1 pour une fonction de deux variables va être sensiblement proche. Au lieu d'avoir un réel a, nous aurons en fait un couple de réels. Et de même, h désignera un couple de réels, donc qui sera proche non pas de 0, mais du couple 0, 0. Et nous aurons donc une fonction epsilon qui sera appliquée donc en h, mais où h désigne un couple, qui tendra donc vers 0 lorsque h tendra vers le couple nul. Alors, si on précise ça, nous considérons donc f une fonction réelle de deux variables, qui est de classe C1 sur son domaine de définition D, et nous considérons donc un couple appartenant à D que nous notons vectoriellement A. Alors, pour tout H où H désigne un couple de réels, donc pour tout couple de réels de R2, qui est au voisinage de l'élément nul qu'on peut appeler, qui est le couple donc de composantes nulles, première composante vaut 0, deuxième composante 0, donc nous disons, lorsque nous disons que H, ce couple est proche de 0, 0, ça veut dire que ces deux composantes, qu'on peut nommer H1 et H2, sont tous les deux proches de 0. Et donc, tel que A plus H appartient au domaine D, donc ça c'est pour justifier que F est bien défini en A plus H. Alors, nous écrivons que le DL1 est donné par F de A plus H est égal à F de A, plus la différentielle de f en a appliquée en h, plus norme de h fois epsilon de h, où epsilon est une fonction qui va tendre vers 0, lorsque h tend vers 0. C'est-à-dire que la limite de epsilon de h est égale à 0 lorsque h tend vers 0. Mais ici, ce qu'il faut voir, c'est que h, c'est pas un réel, mais un couple de réels. Et que ce n'est pas 0 qu'on a ici, c'est h tend vers le couple nul, le couple dont les deux composantes sont nulles. Alors, donc la différence, c'est que au lieu d'avoir h, on a fait apparaître norme de h, parce que effectivement, comme f de a est un réel, toutes les expressions sont des réels. Si nous ne mettons pas les normes, nous aurons en fait un couple. Donc pour que la somme soit compatible, nous devons faire apparaître un réel. Donc norme de h est bien un réel, et epsilon est une fonction qui est bien à valeur d'un grand R, donc on multiplie norme de h par un réel. Donc ainsi, les trois termes ici sont bien des réels. Et donc cette expression est appelée le développement limité d'ordre 1 de f en A. Nous posons h qui est égal au couple h1, h2. Alors la différentielle de f en A appliquée en h, nous savons que c'est la dérivée partielle de f par rapport à x appliquée en A fois la première composante de h qui est donc ici h1, plus la dérivée partielle de f par rapport à y en A fois la deuxième composante de h qui est donc ici h2.
Ainsi, nous pouvons réécrire le DL1. Nous avons vu que f de a plus h, c'est f de a plus la différentielle de f en a appliquée en h, plus norme de h fois epsilon de h. Et donc, nous avons vu que la différentielle de f en a appliquée en h, nous pouvons la remplacer par cette expression. Donc ainsi, nous dirons que f de a plus h est égal à f de a plus la dérivée partielle de f par rapport à x en a fois h1, plus la dérivée partielle de f par rapport à y appliquée en a fois h2, plus norme de h fois epsilon de h. Et dans le vocabulaire, si f admet un DL1 en A, on dit aussi qu'elle est différenciable en A. Nous allons voir l'exemple 2.4. Nous allons procéder à la rédaction de l'exemple 2.4. Nous considérons la fonction réelle f de deux variables définie par f de xy est égal à 8 plus 3x moins 2xy carré, définie sur le domaine de définition D qui est égal à R2. Alors dans un premier temps, nous allons calculer la dérivée partielle de f par rapport à x. Nous allons calculer la dérivée partielle de f par rapport à y. Nous allons poser donc le couple 1,2 qui sera égal à A noté vectoriellement. Et nous allons chercher à déterminer le DL1 de f en A. Dans un premier temps, nous allons calculer f de A, c'est-à-dire f du couple 1,2, que nous ferons donc en utilisant cette expression en remplaçant x par 1 et y par 2. Nous obtiendrons ainsi f de A. Nous calculerons ensuite la différentielle de f en A. Donc nous rappelons que la différentielle de f en A est donnée par la dérivée partielle de f par rapport à x en A fois la fonction E1 étoile, plus la dérivée partielle de f par rapport à y en A fois E2 étoile. Nous rappelons que E1 étoile est la fonction qui a un couple de réels associé à sa première composante, et E2 étoile est la fonction qui a un couple de réels associé à sa deuxième composante. Alors, nous calculerons donc la dérivée partielle de f par rapport à x en A à l'aide de cette expression dans laquelle nous remplacerons donc x par 1 et y par 2, et de même nous calculerons aussi la dérivée partielle de f par rapport à y en A en remplaçant dans l'expression obtenue pour la dérivée partielle de f par rapport à y, en remplaçant donc x par 1 et y par 2. Nous obtiendrons ainsi que la différentielle de f en A est égale donc à un réel que nous aurons déterminé fois E1 étoile plus un réel fois E2 étoile. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de la compléter, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons la dérivée partielle de f par rapport à x. Alors, la dérivée de 8 par rapport à x donne 0 car 8 est une constante, la dérivée de 3x par rapport à x donne 3, et la dérivée de moins 2xy par rapport à x nous donne donc moins 2y carré. Ainsi, la dérivée partielle de f par rapport à x est égale à 3 moins 2y carré. Calculons ensuite la dérivée partielle de f par rapport à y, donc 8 étant une constante, lorsqu'on dérive ça donne 0. 3x, comme il n'y a pas de terme en y, c'est une constante par rapport à y, donc sa dérivée par rapport à y est égale à 0. Il ne nous reste donc plus qu'à dériver ce terme par rapport à y. Donc nous savons que la dérivée de y carré va donner 2y, et 2y fois moins 2x va bien donner moins 4xy. Ainsi, la dérivée partielle de f par rapport à y est égale à moins 4xy. Ensuite, nous calculons f de a pour a qui est égal au couple 1, 2 à l'aide de cette formule. Donc nous remplaçons x par 1 et y par 2. Nous obtenons premier terme 8, un terme constant. 3x, nous remplaçons x par 1, 3 fois 1, 3. Et ensuite, moins 2xy carré, nous remplaçons x par 1 et y par 2. Donc 2 au carré, 4. 4 fois 1 fois 2, 8 avec un moins devant, moins 8. Donc nous trouvons que f de a est égal à 8 plus 3 moins 8, ce qui nous donne 3. Ainsi, f de a est égal à 3. Calculons ensuite la différentielle de f en a. Donc nous devons pour cela calculer la dérivée partielle de f par rapport à x en a. Donc nous considérons l'expression de la dérivée partielle de f par rapport à x, et nous allons donc remplacer y par 2. Donc ça va nous donner 3 moins 8, nous trouvons donc moins 5 1 étoile. Ensuite, pour l'autre terme, nous devons calculer la dérivée partielle de f par rapport à y en a. Donc nous utilisons l'expression obtenue en xy, et nous remplaçons x par 1 et y par 2. Ça nous donne donc moins 4 fois 1 fois 2, c'est-à-dire moins 8. Ainsi, nous avons établi que la différentielle de f en a est égale à moins 5 1 étoile, moins 8 E2 étoile. Nous avons posé a qui est égal au couple 1, 2, nous avons établi que f de a est égal à 3, nous avons établi que la différentielle de f en a était égale à moins 5 1 étoile, moins 8 2 étoile, où E1 étoile est la fonction qui appliquée à xy donne la première composante qui vaut ici x,
et E2 étoile est la fonction qui, appliquée au couple XY, donne la deuxième composante qui est ici Y. Donc nous considérons le couple H1, H2, noté vectoriellement H, et nous disons que ce couple est au voisinage donc, de l'élément nul qui est le couple 0, 0, ce qui veut dire que H1 est proche de 0 et H2 est proche de 0. Nous disons alors que le DL1 de f en A est donné par la formule f de A plus H égale f de A plus la différentielle de f en A appliquée en H, plus norme de H fois epsilon de H, où la limite, lorsque H tend vers l'élément nul, de epsilon de H est égale à 0. Alors, donc nous calculons df de A appliqué en H. Donc df de A appliqué en H, c'est df de A appliqué dans le couple H1, H2. Donc nous allons reprendre l'expression ici que nous avons obtenue. Donc c'est moins 5 E1 étoile appliqué en H1, H2, moins 8 E2 étoile appliqué en H1, H2. Donc nous savons que E étoile de H1, H2 va nous donner la première composante du couple H1, H2, et E2 étoile de H1, H2 va nous donner la deuxième composante du couple H1, H2. Nous aurons ainsi exprimé df de A de H en fonction de H1 et H2. Nous pourrons alors donner le DL1 de f en disant que f de A plus H est égal donc à la valeur de f de A, plus l'expression obtenue de la différentielle de f de A en H, plus norme de H fois epsilon de H. Nous aurons ainsi l'expression du DL1 en fonction de H1 et H2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Nous savons que le facteur de E1 étoile dans df de A est moins 5 et que le facteur de E2 étoile dans df de A est moins 8. Alors, nous appliquons df de A à H, c'est-à-dire au couple H1, H2. Nous savons que E1 étoile appliqué à H1, H2 nous donne la première composante du couple, c'est-à-dire H1. Et nous savons que E2 étoile appliqué au couple H1, H2 nous donne la deuxième composante, c'est-à-dire H2. Ainsi, nous avons établi que df de A appliqué en H où H désigne le couple H1, H2, est donné par moins 5H1, moins 8H2. Alors ainsi, nous pouvons écrire le DL1 de f en A. F de A plus H est égal à f de A, nous savons que f de A vaut 3, plus df de A appliqué en H, nous savons que df de A appliqué en H nous donne moins 5H1, moins 8H2, donc moins 5H1, moins 8H2, donc plus le terme correctif, norme de H fois epsilon de H, nous écrivons donc norme de H, epsilon de H. Nous avons ainsi défini le DL1 de f en A. Nous avons établi que le DL1 de f en A est donné par f de A plus H est égal à 3 moins 5H1 moins 8H2 plus norme de H epsilon de H en ayant posé H qui est le couple H1, H2 et H étant au voisinage de l'élément nul, c'est-à-dire du couple 0, 0. Alors nous allons essayer de proposer une autre façon de présenter le DL1. Ça va être en fait de préciser quel est le couple de réels correspondant à A plus H. Donc nous avons A qui est égal au couple 1, 2 et H qui est égal au couple H1, H2. Donc lorsque nous écrivons A plus H, c'est donc le couple 1, 2 plus le couple H1, H2. Et pour calculer cette somme, nous faisons comme pour les vecteurs. Nous faisons calculer donc la somme des premières composantes et la somme des deuxièmes composantes. Ainsi, nous pourrons remplacer dans cette égalité A plus H par le couple obtenu. Et nous aurons donc ainsi une autre expression possible du DL1 de f en A. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons A plus H, nous savons que A est le couple 1, 2, nous écrivons le couple 1, 2, nous savons que H représente le couple H1, H2. Nous représentons H1, H2. Calculons cette somme comme pour une somme de vecteurs, donc en première composante nous allons avoir 1 plus H1, et en deuxième composante nous allons avoir 2 plus H2. C'est-à-dire que lorsque nous écrivons f de A plus H, nous écrivons en fait f du couple 1 plus H1, 2 plus H2. Ainsi nous pouvons remplacer A plus H par le couple 1 plus H1, 2 plus H2, et ceci est donc égal à 3 moins 5H1 moins 8H2 plus norme de H fois epsilon de H. Nous avons ainsi présenté une deuxième formulation du DL1. Nous avons établi que le DL1 de f en A est donné donc par cette égalité. Nous allons appliquer le DL1 pour déterminer une valeur approchée de f en B, où B sera un couple de réels qui sera proche du couple A qui est égal à 1, 2. Alors ainsi, nous allons considérer le couple 1, 0, 1, 2, 0, 2, noté vectoriellement B,
Nous remarquons que ce couple de réels est proche de 1, 2, effectivement, puisque la première composante 1, 0, 1 est effectivement proche de 1, et la deuxième composante 2, 0, 2 est aussi proche de 2. Donc nous voulons déterminer une valeur approchée de f de b. Alors dans un premier temps, nous allons remarquer que b peut être mis sous la forme a plus h, où h désignera un couple de composantes h1 et h2 que nous préciserons. Alors pour cela, nous remarquerons que 1, 0, 1 c'est 1 plus quelque chose, que 2, 0, 2 c'est 2 plus quelque chose, et nous pourrons dire alors que ce couple est aussi le couple 1, 2, plus un autre couple, où nous verrons apparaître donc en première composante ce qu'il faut ajouter à 1 pour avoir 1, 0, 1, et en deuxième composante ce qu'il faut ajouter à 2 pour avoir 2, 0, 2. Et donc ce deuxième couple nous l'appellerons H, et nous préciserons les valeurs de la première composante H1 et la valeur de la deuxième composante H2. Nous pourrons alors dire que lorsque nous écrivons f de b, c'est aussi f de a plus h, puisque nous avons établi que b est égal à a plus h en précisant qui était le couple h. Et à ce moment-là, pour avoir une valeur approchée de f plus h, nous allons considérer donc le DL1. Et dans ce DL1, en fait, il faut voir que le terme norme de h fois epsilon de h est en fait un terme correctif. C'est un terme qui sera, en général, qui sera systématiquement négligeable devant la première expression, pour h qui sera donc proche du couple nul. Donc, nous allons approcher f de a plus h qui est égal à ceci, en négligeant le terme correctif, ce qui nous donne donc 3 moins 5h1 moins 8h2. Nous allons remplacer donc h1 par sa valeur, nous allons remplacer h2 par sa valeur, et nous allons alors obtenir une valeur qui donnera une valeur approchée de f de b. Et nous pourrons ensuite comparer la valeur obtenue, la valeur approchée, avec ce que nous donne la calculatrice. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous avons posé que B est le couple 1, 0, 1, 2, 0, 2. Nous remarquons que 1, 0, 1 c'est 1 plus 0, 0, 1 et que 2,02 c'est aussi 2 plus 0, 0, 2. Donc nous pouvons dire que B est le couple 1, 2 plus le couple 0, 0, 1, 0, 0, 2. Effectivement, parce que si je calcule la somme, donc 1 plus 0, 0, 1 me donne bien 1,01 et 2 plus 0, 0, 2 me donne bien 2,02. Donc le premier couple nous reconnaissons A. Et ensuite, le deuxième couple, nous l'appelons H, et nous notons H1 et H2 les composantes de H, et donc nous disons que H1, la première composante, est bien égale à 0,01, et H2, deuxième composante, est égale à 0,02. Alors ensuite, nous allons dire que f de b, c'est aussi f de a plus h, car nous avons établi que b est égal à plus h, et effectivement, nous avons dit que nous allons approcher ceci à l'aide du DL1 en considérant que le premier terme, en négligeant le terme correctif. Ça nous donne donc 3 moins 5h1 moins 8h2. Nous remplaçons h1 par sa valeur qui est 0,01 et nous remplaçons h2 par sa valeur qui est 0,02. Nous obtenons ainsi 3 moins 5 fois 0,01 moins 8 fois 0,02, ça nous fait moins 0,05 moins 0,16, ça nous fait donc moins 0,21 plus 3 qui nous donne 2,79. Donc nous avons établi à l'aide du DL1 qu'une valeur approchée de f de b donnée par 2,79. Et si nous calculons la calculatrice f de b en utilisant l'expression de f et en remplaçant x par 1,01 et y par 2,02, nous allons trouver donc 2,7875 à 10-4 près. C'est-à-dire que si on compare donc le résultat à 10-2 près, nous remarquons que la calculatrice nous donne à 10-2 près le résultat identique pour la valeur approchée. Parce qu'effectivement, si nous calculons ceci à 10-2 près, nous allons donc procéder à un arrondissement, et l'arrondi à 10-2 près est bien 2,79. Donc nous remarquons qu'effectivement, le DL1 va donner une bonne approximation de f de b pour b qui sera proche de a. Fin de cet exemple. Et fin de la séance.